Bienvenue à toutes et à tous, c'est Sébastien Bruno-Durand, le créateur du podcast indépendant Parlons de votre mental. Après une première saison avec 20 épisodes, avec des invités issus d'univers très variés, je repars à la rencontre d'incroyables personnalités qui, je l'espère, vous inspireront dans votre quotidien et viendront booster vos ressources psychologiques pour être performants dans vos réalisations personnelles, professionnelles, sportives et vous aideront à être bien dans vos baskets. Nos invités se livreront cette saison à un portrait chinois, parleront des actualités et projets qui les animent et des qualités mentales qu'ils utilisent depuis des années. Soft skills, confiance en soi, motivation, gestion des émotions, gestion des échecs, ainsi que leur capacité à rebondir pour toujours aller plus haut, plus loin, en étant toujours positif. Excellente écoute à toutes et à tous et découvrons avec plaisir notre invité du jour. Bonjour à toutes et à tous. Un nouvel épisode aujourd'hui où j'ai vraiment l'immense honneur de recevoir un invité qui hier soir était en spectacle, exceptionnellement, à Paris. Et ce soir aussi d'ailleurs. Hein. Ah, ce soir aussi, j'ai même pas eu le temps de te présenter, déjà tu as trop dit. Donc j'ai la chance d'accueillir Olivier Balestrio, alias Verino, qui est Je sens que t'avais perdu mon vrai nom. T'es allé le chercher sur une feuille, je le sais très bien. Mais non. Bon, Verino, c'est plus simple. Alors du coup, Verino, ça vient d'où ? Eh ben Verino, c'est ridicule. Hein. Démarrer l'interview par ça, c'est absolument parfait. Comme ça, vous allez voir comment je fonctionne. Il y a un golfeur des années 90 que peut-être les plus vieux d'entre nous connaissent. C'est Severino Ballesteros. Et t'as dit mon vrai nom, Olivier Balestriero. Du coup, Balestriero, pendant toute mon enfance, j'ai entendu parler de Severino Ballesteros. Est-ce que tu as un lien avec le golfeur ou pas ? Et puis quand je me suis lancé dans l'humour, je voulais pas utiliser mon vrai nom. Je me suis dit, si un jour j'ai des enfants, tout ça, j'ai pas envie qu'ils soient emmerdés par quoi que ce soit. Imaginons que je fasse une belle carrière, ce serait dommage. Et du coup, j'ai emprunté une partie du prénom de Severino Ballesteros, quoi. Et j'ai appris quelques années plus tard qu'il s'appelait Severiano. Et moi, ça, je trouve ça tellement classe de rater son nom de scène. C'est une espèce de merveille. Effectivement. Et bon, du coup, humoriste, comédien, producteur. Donc, t'es passé à le spectacle, cinéma, télévision, aussi jongleur. T'as fait aussi sur Internet aussi, j'ai vu, t'as fait pas mal de vidéos, des trucs sympas et tout. Et du coup, t'es hyper complet, quoi. Bah ouais, j'essaye. Je crois que ma plus grosse activité en ce moment, les gens qui me connaissent m'ont beaucoup découvert par Internet parce qu'effectivement, je livre énormément de matériel sur ma chaîne YouTube où chaque semaine j'écris un stand-up sur ce qui se passe dans le monde. Et puis du coup là, on a 200. Ce sera le 218e que je vais enregistrer vendredi prochain. Donc tous les vendredis soirs, je tourne une vidéo en public et ouais, c'est par là que ma notoriété s'est faite principalement. Et après mes autres activités de producteur, d'auteur et puis de comédien, elle découle forcément de mes activités de stand-upper, quoi, où je monte sur le plateau. Ouais, du coup, je fais pas mal de trucs, j'aime bien. Ouais, c'est diversifié, on va dire. Mais bon, c'est toujours en lien avec la comédie, l'humour. Ouais, c'est ça, parce que c'est des métiers complexes et que je crois que c'est toujours assez intéressant dans ce genre de métier d'essayer de comprendre tout à la chaîne de production, tu vois. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment, de maîtriser le produit du point A au point Z, quoi, tu vois, de savoir exactement quels sont les tenants et les aboutissants, parce que c'est toujours très compliqué quand tu maîtrises, même si tu la maîtrises bien, juste une partie de la chaîne, savoir pourquoi tu fais les choses, quelle est l'utilité de chaque truc. Je crois que j'ai besoin de ça aussi pour être bon sur le plateau, quoi, de réussir à comprendre ce qui se passe autour. Alors de là à le maîtriser totalement, c'est une autre histoire, tu vois, on fait de son mieux à chaque fois. Mais en tout cas sur la démarche, moi ça m'a vraiment simplifié le cerveau. Je monte plus sur scène de la même manière depuis que je suis producteur, parce que je comprends des enjeux financiers que j'avais pas avant, que j'avais même pas à comprendre d'ailleurs en vrai. C'est plus une question de curiosité. Et puis je suis naturellement assez passionné par les choses, et donc dès que je fais un truc qui me fait découvrir autre chose, je m'intéresse et puis je me lance dedans. Et petit à petit, ouais, quand tu sors la liste, j'ai l'impression que je fais des trucs dans la vie, c'est cool. Ah ouais, je suis allé voir ta bio, j'étais impressionné. Parce que du coup, mais bon, c'est génial aussi de pouvoir aussi diversifier toutes ces pratiques en lien avec ce côté artistique. Donc je dis bravo. Ouais, puis ça t'aère le cerveau.
t'es totalement focusé sur un seul aspect, mine de rien, comment tu l'enrichis, quoi. Alors surtout dans l'écriture, en stand-up, t'as besoin de maîtriser. Enfin, ce qu'on apporte sur scène, c'est des sentiments, c'est des sensations au public, et donc pour pouvoir vider la cruche, faut la remplir avant, quoi. Hein. C'est toujours une bonne image, quoi. Bon, Focus, c'est le nom de ton dernier spectacle. Donc oui, c'est vrai. Bon, ça va dans la thématique du podcast, hein, parce qu'on va parler de ton mental. Du coup, le focus, être concentré, avoir un point de vigilance, c'est dans la thématique, hein, on va pouvoir l'aborder. Tu nous expliqueras pourquoi tu as choisi ce mot focus. Ouais. Alors, tu veux que je t'explique tout de suite ou vas-y, si tu es prêt à nous l'expliquer, moi je suis preneur. Hein. Absolument. Alors d'abord l'idée. C'était une idée de communication. Je trouve ça très très drôle. J'aime bien trouver des angles un peu particuliers. Et sur ce spectacle-là, je m'étais dit que ce serait très intéressant de pouvoir communiquer sur une affiche floue. Je trouve ça génial d'imaginer que et très positionnant en même temps, de dire lui on voit pas sa tête et pourtant son nom nous dit quelque chose, on l'a déjà vu quelque part, et le fait que tu mettes pas ta tête sur une affiche, c'est tellement ça veut tellement dire que t'as pas besoin de la mettre. Or il y a plein de gens qui me connaissent pas évidemment, mais du coup de glisser ce truc là, donc je partais sur une affiche floue et je m'étais dit putain c'est génial, donc je cherche tout ce qu'il y a dans l'univers du flou, et Focus évidemment tombe pile dedans, d'autant qu'en plus tout ce que j'écris j'essaye d'être en prise avec le monde actuel, donc il y a cette double lecture, plus encore effectivement dans ce dont tu parlais, c'est-à-dire être dans l'instant, être focusé, être présent, être dans l'immédiateté, tout ça collait parfaitement. Mais l'idée à la base vient du fait d'avoir cette affiche floue que on m'a refusé évidemment. Hein. Les gens avec qui je travaille ils m'ont dit mais t'es teubé. si on met de l'argent dans des affiches, on aimerait bien pouvoir te reconnaître, ce serait pas mal quoi. Effectivement, les gens de la com ne pensent pas comme nous. Bon, je sais pas s'ils avaient tort au final, donc ça c'est chouette aussi, c'est de pouvoir challenger tes idées avec des gens intelligents et puis d'arriver à des compromis qui parfois sont peut-être des meilleures idées que, enfin tu vois, on le saura jamais quand tu vas pas jusqu'au bout, tu sais pas. Alors le podcast commence traditionnellement pour cette saison 2, parce que j'avais fait une première saison, mais j'ai décidé sur la saison 2 de faire un petit portrait chinois de mon invité. Est-ce que tu es prêt à te prêter à ce jeu-là? Absolument. Portrait chinois de Verino. Alors c'est parti. Si t'étais une couleur, tu choisirais laquelle et pourquoi? Le bleu. Je crois que il y a quelques années, j'aurais hésité entre le rouge et le bleu. C'est deux couleurs que j'aime beaucoup. Le côté chaud du rouge, le côté froid du bleu. Je crois que je me dirige plus vers le bleu en vieillissant. Je trouve c'est une couleur qui demande qu'à aller vers elle, quoi. On a envie de l'enrichir. Le rouge irradie, le bleu, on a envie d'y mettre quelque chose, quoi. Et donc je crois que c'est pour ça que j'aime bien cette. Si tu devais choisir un livre qui t'inspire, tu choisirais lequel? Dune de Frank Herbert, sans hésiter. J'ai adoré. Il est sorti au cinéma, très bien adapté d'ailleurs, je trouve. C'est rare des œuvres de science-fiction qui fonctionnent aussi bien au cinéma. Tu vois, par exemple, j'adore Fondation aussi d'Asimov, et la série sur Apple m'a beaucoup moins convaincu. Mais dans Dune, il y a énormément de lignes qui m'ont servi à avancer, quoi. Et il y a des trucs auxquels je pense encore aujourd'hui. Pendant Samu, le serpent est aveugle, que je trouve génial. C'est-à-dire tous les moments où t'es dans le doute, où t'es dans le trouble, où tu sais pas où tu vas, c'est qu'en fait t'es simplement en train de grandir. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Il y a une deuxième phrase qui m'a énormément servi, c'est la peur tue l'esprit, que je trouve vraiment grandiose aussi, parce qu'à partir du moment où t'as peur, t'es dans un instinct de survie, et donc t'es plus dans le recul nécessaire à la création. Et des lignes comme ça, il y en a des dizaines dans Dune. J'ai corné toutes les pages, quoi. Bon, écoute, j'espère que les gens ont écouté et qu'ils iront vite l'acheter, parce que si ça t'a inspiré, ça peut aussi les inspirer aussi. Si tu devais choisir une fleur, laquelle tu choisis? C'est une bonne question. J'y connais tellement rien. Je crois que je prendrais genre la tulipe, parce que j'avais dit bleu tout à l'heure, donc un peu de rouge ça fait pas de mal. Mais c'est vraiment pour la couleur. Ok, pour la tulipe. Si tu devais choisir un objet? Qu'est-ce que je choisirais? Il y a un objet, moi, dont je me sépare jamais, c'est ridicule, mais c'est mon effaceur de quand j'étais lycéen. Tu sais, l'effaceur Reynolds avec un bouchon blanc, un bouchon bleu, et j'ai gardé cette habitude de le faire tourner entre mes doigts, donc je crois que c'est l'objet le plus fidèle depuis toutes mes années de création. Bon, tu te trimbales pas avec le parachute dans le dos depuis le saut au-dessus de l'Égypte? J'ai peur que ce soit chelou. En plus, là, je suis dans un hôtel au 8e étage. Ils ont bien calfeutré les fenêtres. Même si t'as un parachute, tu peux pas y aller, quoi. Bon, est-ce que t'as embauché l'Égyptien comme garde du corps ou pas? J'espère, j'ai peur qu'il me pète la gueule à moi. Pas ce risque. Alors, si tu devais choisir une innovation, tu choisis laquelle? C'est intéressant, parce que les innovations, il y en a
Je trouve ça, moi j'adore les nouvelles technologies et clairement l'iPhone est un produit incroyable. J'ai adoré quand il est sorti en 2007, hein, si je dis pas de bêtises, peut-être, ouais, ça doit être 2007, le tout premier où il y avait pas encore la 3G dessus et où, mais ce grand écran et tout, il m'avait vraiment fait bugger le cerveau. Et aujourd'hui, en revanche, je la déteste presque cette innovation parce que ça fait partie des choses qui nous ont fait accélérer notre quotidien et perdre presque prise avec la réalité, quoi. On passe notre vie dessus et moi j'essaye de le faire le moins possible, mais du coup je suis frustré de cette innovation que j'avais trouvée extraordinaire et qui aujourd'hui parfois me contraint, quoi. Son inventeur avait quand même pris la peine d'interdire à ses enfants de l'utiliser quand même. Eh ouais, mais ça c'est génial. C'est vrai que quand tu comprends que l'écran, ça doit être un outil et pas un but en soi. Et c'est le problème, c'est que l'iPhone est devenu un but en soi. Tant que c'était un outil, c'était chouette. Moi aussi, je fais hyper attention aux écrans avec mes enfants. Et je suis très content parce que du coup, ils lisent beaucoup et ils sont obligés de s'ennuyer, quoi. Là où il y a beaucoup de gens qui ne s'ennuient plus. Et franchement, ces moments de solitude, ces moments d'ennui, ces moments où il y a rien à faire, je suis sûr qu'ils sont primordiaux pour le cerveau, quoi. Ou alors complètement, je suis en train de saccager l'éducation de mes enfants. C'est des moments de créativité en fait. Bah ouais, c'est ça. Alors est-ce que t'es gourmand ou pas? T'aimes manger? Je pense que oui, mais j'ai un défaut d'odorat, tu sais, je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, mais il y a des gens aveugles, il y a des gens sourds, et moi c'est mon odorat qui est pas hyper puissant, donc j'ai une gourmandise mais qui est forcément limitée parce que je suis capable de sentir et donc de goûter, quoi. Mais ouais, bon. Ça dépend d'où tu vas avec ta question. Bon, du coup, si tu dois choisir un plat cuisiné et une pâtisserie, tu choisis quoi? Alors, un plat cuisiné. Est-ce qu'on va dans le bien travaillé ou est-ce qu'on... Non, je crois que les pâtes au pesto, ça restera une valeur sûre pour un comédien. Tu vois, au début, t'as pas le choix parce que t'as pas de thunes, t'es content d'avoir des pâtes au pesto. Et puis après, quand tu gagnes un peu de ta vie, c'est quand même toujours cool de retrouver ce goût-là. Et puis une pâtisserie, je suis assez basique pour le coup, et je crois que un bon croissant au beurre, ça me plaît. C'est pas du tout une pâtisserie, je sais. C'est une viennoiserie, ça. Si tu devais choisir entre viennoiserie et pâtisserie, bon d'accord, mais non. Alors pâtisserie, c'est vrai que c'est ridicule. Pâtisserie. En fait, je suis pas hyper sucré dans la vie. Et donc quelque chose d'assez sobre. Pas la galette des rois, ça c'est sûr. Pas les Paris-Brest ou les trucs comme ça, un peu pavés. Ah là là, putain, je sais pas. Hein. Je sais pas, t'as des idées, toi? Ah bah non. T'as répondu quoi? Je vis pas avec toi, je connais pas tes goûts. Menteur, ça fait 8 ans que tu me suis pas. Écoute, j'en sais rien. Un truc au chocolat. Ah, peut-être un éclair, tiens, c'est pas mal. Allez, vendu pour l'éclair. Bon, il y a pas longtemps, t'as sauté en parachute. Et la question, c'est si tu devais choisir une planète, est-ce que tu choisis la planète Terre? Tu l'as vue d'en haut, un peu d'en haut, quoi. Je veux dire, t'as été suffisamment haut pour sauter, donc tu choisis notre planète ou t'en choisis une autre? Un peu des deux. En fait, j'aime bien l'idée de découvrir d'autres endroits et de me dire que quelque part il y a une planète peut-être habitable qui pourra un jour héberger des humains. Et donc j'adorerais, tu vois, si on fabriquait un jour une fusée où t'emmènes 50 personnes, j'adorerais être dans ces 50, quoi. Quitte à jamais revenir voir le berceau de l'humanité. Franchement, ça me dérangerait pas du tout d'être un aventurier là-dedans, d'être un pionnier, puis de découvrir l'avenir de notre espèce. Et à la fois, j'ai aussi conscience que la première planète habitable, elle est à 40 années-lumière, ce qui fait qu'on est un peu limité techniquement pour aller foutre les pieds là-bas. Et donc je crois que c'est pour ça que le côté un peu terrien me plaît forcément, quoi. Puis c'est une planète magnifique. Enfin, c'est quand même un truc de fou, comme la diversité des paysages, des températures, des sociétés. Enfin, c'est passionnant ce qu'on a fait de cette planète, hein. On est en train de la saccager, évidemment, parce qu'à chaque fois qu'on touche à quelque chose, on finit par faire de la merde avec. Mais c'était peut-être le seul moyen de se développer. Donc, je suis curieux de l'avenir et peut-être que c'est ici qu'il se passe, quoi. Pour l'instant. Oui, et puis peut-être on va dire qu'on peut peut-être faire confiance à l'homme et qu'il trouvera des solutions pour dépolluer et avancer. De toute façon, on n'a pas le choix là, hein, parce que je crois que ça y est, on est arrivé à un niveau où si l'homme trouve pas des solutions, de toute façon, on peut pas aller ailleurs. Et puis on voit bien, là, ça fait bien 10 ans qu'on a conscience qu'il se passe quelque chose vraiment, même au niveau individuel. Tu vois, avant, à la limite, les sociétés prenaient conscience de ce qui se passait, les dirigeants prenaient conscience, mais là maintenant, t'as même les citoyens qui sont bien conscients de ce qui se passe, et malgré
gérer ça. Enfin, tu vois, prendre l'exemple concret de l'Égypte où je suis allé sauter en parachute avec Greg et Karine. Bah, concrètement, t'arrives là-bas, tu vois que dans chaque appartement mal isolé, il y a une clim qui tourne à fond. Tu te dis ouais, bon, bah, c'est bien gentil d'avoir notre petit côté d'occidental qui se dit ce serait bien de trier les cartons. Ouais, mais bon, moi je suis pas très optimiste. Hein. Il va falloir trouver des solutions parce que c'est pas dans la sobriété qu'on va les trouver, je pense. Hein. Ouais, bon. Après, quand tu sais que tous nos déchets sont sont mis dans des conteneurs et envoyés dans d'autres pays, tu te dis, ouais, donc finalement, on a des actions, mais finalement, c'est pour aller polluer plus loin ailleurs, donc ça sert à rien, quoi. Exactement, juste on a déplacé nos pollutions. C'est bon, on est nickel. La Chine à côté, le Pakistan. C'est clair. Alors, si tu devais choisir un moment de la journée que tu préfères, c'est lequel? Un moment de la journée? Ouais, un moment de la journée. Ah, j'aime bien tout, moi. J'avoue, j'ai parfois un peu de mal à me lever, mais globalement, ce petit moment de sport, je fais du sport le matin. Moi, j'ai 3 garçons, trois enfants, et donc le petit déj, les moments en famille, tout ça, je les surkiffe. J'adore les moments de ma journée où moi j'ai la chance de travailler dans mon entreprise. J'ai monté ma boîte de prod avec ma femme, et donc on travaille tous les deux dans nos bureaux et on se voit énormément. Donc ça aussi, c'est un vrai kiff. J'adore la sieste du début d'après-midi. Putain, qu'est-ce que c'est bon ça, le moment où juste par une demi-heure et tu t'enfonces, mais alors tellement loin. En une demi-heure, t'as l'impression que tu dors plus que dans une nuit. Et puis le soir, putain, ce moment où tu montes sur le plateau, moi ça c'est un kiff. Je crois que si je devais vraiment choisir, ce serait le soir, quoi. Ce moment entre 20h et 22h où t'es complètement t'es sur scène et donc tu mets ton cerveau dans un état insoupçonnable, en fait. T'as une rythmique différente, une concentration différente, une maîtrise de là, tu vois, ce soir on est 1200 à Lille. Je sais que l'état dans lequel je suis tout de suite, je suis pas capable de gérer une salle de 1200, mais ce soir mon cerveau se sera mis dans un certain état, et à ce moment-là, ouais, c'est des moments jouissifs, quoi. C'est le moment où tu te surprends toi-même, où tu t'as l'impression de faire du surf sur une foule. C'est merveilleux. Ah, elle est belle cette image, faire du surf sur une foule. Ouais. C'est excellent. Et du coup, j'ai une petite question qui me vient là. Quand on monte sur scène et qu'on est un artiste, donc du coup, c'est quoi tes premières émotions qui te viennent, en fait? T'as le trac un peu avant, où tu te lances et c'est parti. Comment ça se passe? Ouais, non, je suis pas traqué du tout. Pas traqueux, mais je crois que c'est obligatoire de pas l'être quand tu vois la manière dont je gère le métier. Il y a 1000 manières de gérer. J'enlève mon pull, donc ça va faire un peu de bruit. Donc ouais, il y a 1000 manières de gérer ta manière de monter sur le plateau. Moi, ce qui m'intéresse quand je suis sur scène, c'est de réussir à voir un truc d'une simplicité totale. C'est-à-dire que je veux que quand t'es assis dans la salle, t'aies l'impression que ce soit la première fois que je dis le texte, quoi. Vraiment que t'aies l'impression que je suis là uniquement pour ce soir, et que demain ce moment-là n'existera plus. Et donc pour être au plus proche de ce que t'es réellement, je crois que l'idée, c'est de réussir à ressentir ce moment de monter sur le plateau exactement de la même manière que tu passes chaque moment de ta journée. Et là, pour le coup, t'es au plus proche de ce que t'es réellement. Donc ça, c'est vraiment comme ça que j'aborde le truc. Ce qui fait que je suis pas du tout, je suis pas traqueux, quoi. Quand je suis traqueux, j'aime pas, parce que ça ressemble pas à ce que je suis en vrai dans la vie. Après, ouais, il y a plein de manières de le gérer, mais moi, de manière générale, je suis tranquille en coulisses, pas du tout stressé, mais par contre j'ai la dalle, quoi. J'ai envie d'y aller, j'ai envie de monter sur le plateau, et en revanche je suis concentré. Il y a plein de moments de la journée où tu peux te laisser un peu aller et laisser aller ton cerveau quelque part sans forcément le maîtriser. Là, pour le coup, c'est de la concentration totale, quoi. C'est de l'écoute absolue, quoi. Vraiment, je me mets dans un état d'écoute absolue, parce qu'il faut savoir écouter ce qui se passe dans la salle, ressentir l'énergie globale du public, parce que en fonction des endroits où t'es, il y a des publics qui sont plus ou moins, je vais pas dire généreux, parce que ça sous-entendrait que parfois ils le sont pas, et c'est pas ça que je veux dire. Mais il y a des moments où tu joues devant des populations qui ont tendance à ne pas s'oublier. C'est-à-dire que tu rentres dans la salle et tu sens que les spectateurs qui sont assis là, ils sont pas venus que voir le spectacle, ils sont aussi comment dire ça, ils sont aussi presque en spectacle, eux. C'est-à-dire que il y a des villes très bourgeoises où c'est très important de montrer qu'on va au théâtre, et c'est du coup pas du tout la même sensation que dans des villes très populaires où ils s'assoient dans la salle parce qu'ils ont envie de se marrer, quoi. Et donc ça, il faut être capable de percevoir très très vite l'ambiance générale, très très vite les points d'appui dans une salle, très très vite, et ça, c'est de l'écoute pure, quoi. Et là, pour le coup, faut être ouvert à fond. Et ouais, je crois que c'est le truc sur lequel je travaille le plus. Ouais, du coup, c'est de l'adaptation, quoi, au final.
Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, c'est tellement pas une science exacte. Et puis pour moi, qui suis un ancien sportif, t'as vraiment une différence dans la performance sportive où c'est ici maintenant. Moi, je faisais du saut en longueur, donc tu vois, c'est là, il faut maîtriser tes marques, faut maîtriser ta technique, faut être concentré dans ton. Alors c'est un seul couloir, t'as pas d'adversaire, donc t'es vraiment concentré sur ton saut, sur le moment, sur ta proprioception, ton corps, comment gérer tout ça pour faire le plus beau saut possible. Alors que sur scène, si seulement ça dépendait que de toi, ce serait merveilleux. Mais non, c'est d'abord avant tout une science collective, quoi. Et ça a été un de mes plus gros enjeux, moi, me détacher de la performance du sport où au début j'avais tendance à vouloir monter sur scène pour faire rire tout le temps et donc presque être en force et en performance, là où petit à petit l'âge aidant aussi, tu finis par te rendre compte que non, évidemment, c'est pas une perf, quoi. C'est un discours, ça change tout. C'est du don. C'est ridicule de dire ça, mais c'est vraiment essayer d'offrir le meilleur de toi-même en espérant pas performer derrière. C'est-à-dire que la performance, c'est le public qui choisit de la valider ou non, quoi. C'est le public qui rit ou qui rit pas. Mais c'est pas forcément parce que t'es bon que le public va être debout à la fin. C'est ça qui est paradoxal. Ouais, c'est sûr. Et du coup, ça t'est déjà arrivé que du coup le public réagisse pas à une de tes blagues ou à un de tes sketchs? Ouais, ça arrive, hein, ça c'est sûr. C'est en début de carrière beaucoup parce que là pour le coup c'est de l'essai-erreur au début. Hein. Tu sais pas si t'es marrant, tu sais pas ce que t'es, parce qu'il il y a la théorie de je veux être humoriste, et puis ensuite il y a une fois que t'es sur le plateau, que tu commences à faire ce métier, bah tu te rends compte à quel point il y a 1000 formes d'humour qui t'inspirent, mais c'est pas forcément des formes d'humour qui te vont. Tu vois, moi par exemple, j'ai mis du temps à comprendre que je m'épanouirais en stand-up. Au début, je jouais beaucoup de personnages, donc c'était des sketchs avec un début, une fin, une chute, un noir. Là où maintenant, je suis dans un discours pendant 1h30 sur le plateau. Et j'ai découvert au fur et à mesure de mes années de pratique que c'était vers ça, et d'une, que j'aimais aller, et de deux, que le public m'attendait aussi, parce que tu sais pas toi-même ce que t'es en vrai dans la vie. C'est toujours très tentant d'imaginer que tu maîtrises ce que tu es et puis que tu choisis toi-même ce que tu donnes aux gens, mais la vérité c'est pas ça. La vérité c'est que tu montes sur le plateau, les gens imaginent déjà quelque chose de toi, se dessinent comme nous tous, quoi. C'est-à-dire quand tu vas très vite, quand tu rencontres quelqu'un, t'as tout de suite un ressenti, une manière de dire ah tiens, il va me parler de ce genre de choses, ou je vais l'aimer pour telle ou telle raison. Et ben sur scène c'est pareil, et parfois tu te rends pas compte de pourquoi les gens t'apprécient. Et quand tu finis par découvrir ce qui est appréciable chez toi, bah tu peux t'épanouir dedans, et puis du coup tu peux développer ces côtés-là, puis du coup à l'écriture aussi tu vas explorer beaucoup. Parce qu'au début, tu vois, l'humour noir, moi c'est pas quelque chose que je pratiquais énormément. Là aujourd'hui, en ce moment, je m'éclate dedans et je m'épanouis vraiment pleinement dans plein de formes d'humour différents. Et ça c'est que de l'essai-erreur, quoi. Enfin, t'es dans la savane avec ta machette et puis t'avances, quoi. Et après, tu découvres un chemin que tu savais pas qu'il était là, et puis ça en rejoint un autre, etc., etc. C'est une vraie aventure que j'adore, quoi. Ouais, ça. J'ai oublié les questions. Non, c'est pas grave. Si, c'est bon. Non, mais après, c'est l'expérimentation qui fait qu'on, on va dire, on se peaufine finalement et on se découvre, quoi. Ouais, c'est ça. Vraiment, l'essai-erreur, pour moi, c'est primordial. Et puis, en plus, on a le luxe aujourd'hui aujourd'hui, je sais pas, ça devait être le cas dans le passé aussi, mais effectivement, le côté t'as 10 ans pour être connu du jour au lendemain, en fait, c'est pas 10 ans où t'attends patiemment après avoir fait ton spectacle et attendre que quelqu'un te découvre. C'est 10 ans pendant lesquels toi-même, tu travailles, quand t'émerges, en fait, c'est pas un hasard, quoi. Quand t'émerges, c'est que ça fait suffisamment longtemps que tu travailles pour réussir à proposer quelque chose de différent, d'original, qui te correspondent vraiment à toi totalement, et puis qui du coup a un véritable intérêt, quoi. J'ai l'impression aussi que la période du Covid, ça a été aussi un accélérateur de personnes qui travaillaient depuis longtemps et qui, par le biais des vidéos du coup des réseaux, ils ont pu s'élever aussi et se faire connaître dans cette période. Ouais, ça dépend, hein. Il y a eu plein de réactions différentes de la part des humoristes. Moi, j'ai d'abord disparu pendant les 6 premiers mois parce que j'étais avec mes enfants, ma femme, et que dans des crises comme celle-ci, t'as plus tendance à te recentrer vers ce qui est important. Puis ça faisait 3 ans que je tournais partout en France, et donc avoir ce petit moment où je me suis dit en fait là le monde s'arrête et je vais m'arrêter avec, plutôt que d'essayer de continuer à accélérer, ça m'a fait du bien. Et puis après moi non, ça a été au contraire presque un peu un moment d'arrêt, déjà pour cette raison, que j'avais envie de me recentrer sur ma famille. Et puis ensuite, deuxième truc, c'est que c'est tout bête, mais moi mes vidéos, je les tourne avec des gens derrière. Tu vois, les vidéos que tu vois sur internet, c'est le vrai public. À la fin du spectacle, je pose ma caméra et donc je joue, et donc c'est des vrais rires.
Et moi, en réalité, ce que j'ai fini par produire sur Internet, ça a jamais été au niveau de ce que je produisais avant le Covid et de ce que je produis depuis d'ailleurs. C'est 1000 fois plus intéressant d'avoir le public avec, les rires avec. Mais il y a beaucoup de gens et beaucoup de copains, moi, que je connais depuis très longtemps et qui ont toujours été très marrants, mais qui effectivement ont trouvé une idée parce que justement ils ont eu le temps de s'ennuyer, ils ont eu le temps de pas être dans cette course à la notoriété. Il y a eu pas besoin de remplir des salles puisque c'était impossible de le faire. Et donc là, tu te questionnais plutôt sur ce que t'aimais faire et il y a plein de gens qui ont trouvé leur chemin, quoi. Plein de gens formidables qui étaient super sur scène mais qui avaient pas. Là aujourd'hui, on est vraiment dans une double course. Il faut qu'on soit très puissant sur scène et très très performant. Alors ça va à l'encontre de ce que j'ai dit il y a 10 minutes, mais je veux dire, il faut maîtriser le plateau et puis avoir un bon spectacle. Mais il y a aussi le monde a changé et aujourd'hui il suffit plus de placer à la télé pour remplir des salles. Il faut être productif, il faut être créatif, il faut être inventif et il faut être régulièrement présent sur les réseaux pour nourrir les personnes qui t'aiment bien, quoi. Ouais, c'est et donc ça c'est des enjeux qu'on découvre. Et oui, puis leur donner aussi envie de venir au spectacle parce que il y a rien qui vaut le spectacle, quoi. Donc des fois c'est retransmis à la télé, mais ça vaut pas un spectacle, quoi. Je veux dire, tu rigoles derrière ton écran, mais ça vaut pas. C'est pas pareil, quoi. Non. Et puis même le mec qui te fait le moins rire au monde, si t'es dans sa salle accroché avec lui, franchement, moi j'ai eu des surprises incroyables. Les humoristes qui me faisaient pas forcément rire, mais une fois que t'es dans la salle, en fait, tu vois leur puissance scénique. Il y a des gens qui ont un charisme sur le plateau, qui passent pas à la caméra. Il y en a d'autres qui passent extrêmement bien à la caméra, mais c'est très décevant une fois que tu les vois en live. En fait, il y a tellement de paramètres, hein. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que tu peux pas t'attendre à performer parce que il y a énormément de paramètres qui t'appartiennent pas, quoi, hein. C'est des trucs que tu choisis pas, hein. Il y a vraiment des gens hyper drôles sur le plateau et qui sont invincibles et derrière sur scène, à l'écran ça transpire pas, quoi. Et à l'opposé, alors c'est très marrant, petite anecdote, mais le passage, et ça va peut-être parler à certains des auditeurs parce que il y a un collègue à moi et copain d'ailleurs, Paul Mirabel, qui ça fait pas longtemps qu'il joue sur scène, mais il a fait un passage au festival de Montreux et ce passage-là a explosé tous les scores. Il a fait 20 millions de vues sur YouTube. C'est vraiment le dernier gros buzz que j'ai vu en date et je croyais même plus que c'était possible de faire des scores comme celui-là. Et ironiquement, dans la soirée, c'est pas lui qui avait fait le meilleur passage en termes de rire et de puissance dans la salle. Il y avait d'autres humoristes qui avaient performé vraiment très très bien aussi. Mais c'est lui qui a fait les 20 millions de vues parce que à l'écran c'était encore mieux que ce que c'était sur scène et c'était déjà évidemment très très fort sur scène, hein. Je suis pas en train de dire qu'il s'était pris un four et qu'ensuite à l'écran c'était merveilleux. C'était hyper fort, mais je veux dire, il y a des gens qui étaient largement aussi forts et qui ont pas fait 20 millions de vues derrière, quoi. Et des fois c'est la caméra qui choisit, c'est pas toi, hein. Ouais, non, c'est sûr. Après, c'est vrai qu'il peut y avoir des sensibilités différentes dans une salle et puis derrière les réseaux, hein. Bah ouais. Allez, c'est pas la même population non plus, il faut le réaliser, ça. Oui, c'est que les gens qui consomment des spectacles sur Internet, c'est pas forcément ceux qui sortent en salle. Aller au théâtre, c'est aussi une activité qui coûte de l'argent, c'est aussi, donc ça veut dire que t'es à un certain niveau social. Faut se le permettre, quoi, hein. Faut se le permettre. Bon, c'est le portrait chinois le plus long de l'histoire des 2 saisons. On va le clôturer avec on va le clôturer avec une dernière question. Si t'étais une qualité, tu serais laquelle? J'aimerais bien m'associer à la simplicité. Je trouve que c'est un mot qui peut être très riche et on se plante un peu, tu vois. On a tendance à dire que la simplicité c'est le vide et au contraire, moi je crois que c'est d'être au contraire complètement plein mais tellement aligné que la lecture se fait facilement, quoi. Et je crois que ça c'est un excellent exemple de ce que j'essaye de faire sur le plateau, quoi. Il y a tellement de travail pour que au moment où tu m'écoutes, t'aies l'impression que c'est la première fois que je te dis le truc et que c'est tout simple et que je te dis ça comme si c'était la première fois que j'abordais le truc et j'adore, moi, l'idée de la simplicité, quoi. La lecture est simple, le rendu est simple et donc tu t'engouffres directement dans les sensations, alors qu'il y a un travail titanesque derrière et que quelqu'un qui ne se doute pas de ça, il imaginera jamais qu'il y a du travail. Il se dit juste, oh, il a l'air sympa, le gars. Et voilà, en fait, il s'est pris la tête, le gars, hein, je te le jure. Ouais, c'est un peu comme dans le sport, hein. Il faut beaucoup répéter pour ensuite faire en sorte que ça soit fluide et simple, quoi. Ouais, c'est ça. C'est souvent ce que disent les gens un peu quand ils regardent jouer Federer, ils disent ouais, c'est beau. Mais bon, toi, quand tu prends une raquette et que tu vas essayer de faire la même chose, tu dis ah ouais, il a dû en passer des heures à faire des revers. Ah ouais, de ouf, exactement.
Alors on a déjà un peu parlé, mais on va aborder un peu le sujet du podcast, hein, le mental, revenir un petit peu sur ton parcours. Donc t'as un riche parcours, mais à ce jour, si tu fais le tour, si tu te retournes un peu sur ton parcours, de quoi es-tu plus satisfait? De ma pugnacité. Ça, c'est vraiment le truc. Je crois que dans nos métiers, moi, je l'ai lu assez vite dans le métier que je fais, qu'il faut s'accrocher et puis ne jamais lâcher. Mais s'accrocher pas bêtement. Je suis pas comme une huître à son rocher qui lâche pas l'affaire. C'est d'abord de la passion, quoi, de la passion pour la réalisation. Et ça, je suis très très fier de jamais avoir perdu cette passion-là et d'avoir accepté de pas être toujours au sommet, quoi. J'ai toujours eu la sensation moi j'ai une ligne de mire. Moi, mon objectif, c'est à la fin, je veux mourir heureux. Ça, et tout le reste n'est que passage, tout le reste n'est que travail, quoi. Et donc ça te permet de prendre du recul sur tes échecs, ça te permet de prendre du recul sur tes réussites aussi, ça, parce qu'on parle beaucoup des échecs et de oh là là, faut se relever après un échec. Mais pour moi, faut se relever de la même manière après un échec qu'après une réussite, parce que une réussite, ça fait du bien, ça fait du bien à la tête, ça fait du bien à l'esprit, ça fait du bien même à ton corps. Mais en vérité, le lendemain, t'es de nouveau fébrile, t'es de nouveau face à l'inconnu. Et donc, pour moi, faut autant peu croire à l'échec que croire à la réussite, quoi. Faut croire en l'action. Et pour le coup, ça te permet, en tout cas moi c'est comme ça que j'ai appréhendé le truc, d'être concentré sur ce que tu fais et pas sur ce que t'obtiens de ce que tu fais, quoi. Il y a des échecs qui sont terribles, mais qui sont pas de ton fait, quoi. Il y a des fois t'as bien bossé et puis t'arrives et puis il se passe des choses qui te dépassent, c'est pas ton moment, c'est pas de bol. Bah ouais, mais voilà, la chose dont je suis le plus fier, c'est dans ces moments difficiles, de même pas m'être posé la question. Je peux même pas dire que je m'étais accroché, je peux même pas dire que il a fallu que je me batte. En vrai, le truc, c'est que je me suis pas posé la question, quoi. Tu retournes au turbin et puis c'est tout, parce que t'es passionné par le turbin. Voilà. Donc ça, je suis fier. J'ai l'impression d'être un roseau. C'est un roseau qui plie mais qui ne rompt jamais. Belle image le roseau. Une très belle image. Si je te dis la phrase « rendre possible l'impossible », est-ce que, au regard de ton parcours, c'est une phrase qui te parle? Oui, j'aime bien parce que l'impossible, c'est une notion humaine, en fait, hein. On en a fait une notion humaine. Il y a des choses qui sont matériellement impossibles, comme par exemple, si demain tu me dis que tu veux aller faire un tour sur Pluton, je vais te dire, alors rendre possible l'impossible, bon courage mon pote, parce que là on est sur quelque chose où clairement on n'a pas les moyens technologiques et je sais pas comment tu pourrais faire pour y arriver. Je crois que donc ça concrètement ça n'a pas d'intérêt si ton objectif c'est la finalité. Maintenant, si ton objectif c'est de te dire je vais aller sur Pluton et voilà tout ce qui va découler de cette décision, et que ton objectif c'est de réussir à remplir toutes les étapes petit à petit, tu vas forcément faire des découvertes et ça va forcément te servir à quelque chose de rêver d'aller sur Pluton. Mais bon, on s'écarte un peu du sujet. En revanche, là où je disais que c'était une notion humaine, c'est que j'ai l'impression que dans mon cas à moi, d'humoriste, moi je suis un mec, je viens de Nancy, tu vois, je suis un mec de province, j'étais jamais allé au théâtre de ma vie avant de jouer sur scène, c'est-à-dire j'avais jamais vu de pièce, j'avais jamais vu de spectacle en vrai avant moi-même de monter sur le plateau, mais j'avais vu des émissions de télé, j'avais rêvé sur le fait de peut-être un jour faire des blagues devant des gens, et évidemment tout le monde m'a dit gars, ouais, non mais c'est bouché, il y a pas de place, c'est pas possible, personne n'y arrive. Et en soi, ils ont raison parce qu'il y a pas de place. En fait, c'est toi qui vas te la créer, ta place. Donc si t'attends que quelqu'un vienne te chercher, là c'est sûr que l'impossible il reste impossible. Après, si c'est toi qui vas essayer d'y arriver, c'est Maître Yoda qui disait ça, n'essaye pas, fais-le ou ne le fais pas, il n'y a pas d'essai. Je trouve ça génial parce qu'effectivement avancer dans la vie pour aller vers ton objectif, le plus gros risque que tu prends, c'est de ne pas réussir à remplir l'objectif que tu t'étais donné. Mais par contre, tu vas découvrir énormément de choses à côté, quoi. Il y a plein de gens qui ont démarré le métier d'humoriste en même temps que moi et qui sont aujourd'hui producteurs, acteurs. En fait, tu découvres tellement de choses par l'aventure de ton choix que ça vaut le coup même si t'y arrives pas, quoi. C'est-à-dire que parfois l'impossible rend possible ce qui te paraissait même pas abordable, tu vois. Et c'est l'aventure de la vie. C'est sûr que si tu t'arrêtes au moment où tu te dis c'est impossible, en fait tu vas te couper de tous les possibles qui se créent à partir du moment où tu considères que rien ne l'est, quoi. Rien n'est impossible en vrai. Finalement, t'as dû t'affranchir. Une phrase là.
Si les gens comprennent, je me suis pris la tête. Je suis parti loin. Non, mais je suis en train de me dire que du coup, t'as dû t'affranchir du regard des autres qui pensaient que tu ne pourrais ne pas y arriver, quoi. Bah complètement. Mais parce que en fait, à partir du moment où tu réalises que quand quelqu'un te dit il y a des chances que tu n'y arrives pas, ou que quelqu'un te dit même c'est mort et tu n'y arriveras pas, merci beaucoup pour ton avis, mais ça reste ton avis. Et ton avis, il est pas, c'est pas la parole d'évangile, quoi. Je veux dire, il y a un moment, t'as peut-être tort aussi. Et accepter que les gens ont tort, accepter que toi t'as tort, accepter l'erreur de chacun, ça fait que tu prends un peu d'ironie, un peu de second degré, un peu de distance par rapport à ce qu'on te conseille. Parce que moi, le meilleur conseil que je me suis donné un jour, c'est d'écouter personne et tout le monde, quoi. C'est-à-dire que tout le monde a tort. Tout le monde projette sur toi des envies. Tu vois, quand quelqu'un te dit c'est impossible d'être humoriste ou c'est impossible de faire carrière dans un métier artistique, c'est d'abord des gens qui se rassurent en se disant ça. Ouf, heureusement que c'est impossible, comme ça, moi, c'est pas de ma faute si j'y vais pas. Il y a aussi il y a tellement de gens qui ont très envie de faire ça, mais qui osent pas. Enfin, en vrai, oui, c'est très bien. Échoue, quoi. Échoue, qu'est-ce qu'on s'en fout? Et puis surtout, effectivement, le chemin philosophique, il est hyper intéressant, quoi. Et apprendre à t'affranchir du regard des gens, mais c'est un luxe, c'est génial. Moi, aujourd'hui, j'en ai plus rien à cirer de ce que les gens pensent de moi. J'aime qu'on m'apprécie, ça c'est sûr, mais c'est évidemment pas ma boulangère qui a pas aimé mon spectacle qui va me faire arrêter ce métier, quoi. Et donc c'est un petit luxe, quoi, dans la vie, de s'affranchir du regard des gens, parce que en plus il y a autre chose. Je crois qu'il y a une deuxième étape là-dedans, c'est que quand t'es attentif au regard des gens, t'es pas attentif au vrai regard des gens. T'es attentif soit au regard qu'ils te montrent, c'est-à-dire la manière dont ils te donnent leur aide, la manière la manière qu'ils ont de t'encourager ou je sais pas quoi. Donc ça, c'est la chose consciente. Et puis il y a l'inconscient, c'est-à-dire que parfois le regard des gens, c'est toi qui l'imagines. C'est-à-dire que tu dis, lui, il va me regarder comme ça, et donc je pense qu'il pense ça de moi. Et à partir de ce moment-là, c'est même plus le regard des gens, c'est ton regard fantasmé, quoi. Et à partir du moment où tu commences à fantasmer ce que pensent les gens, mais tu penses jamais du positif. T'as toujours l'impression que tout le monde se fout de ta gueule quand tu montes sur scène pour faire des blagues et qu'ils rigolent. Enfin, c'est terrible, hein. Ça, c'est une sensation qu'on a au tout début. Tu montes sur scène pour tes premières scènes, tu fais des blagues et les gens se marrent. Tu sais pas s'ils rigolent parce que t'es drôle ou s'ils rigolent parce qu'ils se foutent de ta gueule. Alors qu'évidemment, ils rigolent pas parce qu'ils se foutent de ta gueule. Personne ne va voir un humoriste sur scène pour l'humilier, quoi. C'est pas quelque chose d'intéressant. Donc parfois, c'est pas tant le regard des gens dont il faut s'affranchir, mais c'est ce que tu imagines du regard des gens. Et ça, c'est encore pire. Ouais, c'est les projections qu'on se fait toute seule, qu'on se fantasme dans sa tête, quoi. Ouais. Ah, carrément. Alors, il y a une question qu'on a zappée, que j'aime bien poser, c'est si tu devais poser une définition sur le mot mental, ça serait quoi ta définition à toi? C'est intéressant, ça. C'est intéressant parce que ça sous-entend le mot mental qu'il y a quelque chose d'un peu guerrier, une maîtrise, et qu'il faut être solide. Et moi, je reprendrais l'analogie du roseau. Pour moi, le mental, c'est au contraire, c'est de l'aïkido, quoi. C'est ne pas être en force. Moi, c'est ça qui m'intéresse dans le côté mental. C'est pas le côté puissance, le côté maîtrise. Moi, la maîtrise, c'est de la technique, et la technique, ça s'acquiert avec le travail. Ce qui m'intéresse dans le mental, c'est l'acceptation, quoi. C'est être capable d'intégrer les données les unes après les autres et de faire avec. C'est l'adaptabilité totale, quoi. Moi, c'est ça qui m'intéresse dans le mental. C'est pas d'être un espèce de rouleau compresseur, tu vois, ce truc où t'es plus fort que le reste du monde et tu soulèves la planète à toi tout seul. Moi, pas du tout. Moi, mon mental, en tout cas, ma manière d'appréhender ma psychologie quand je dois remporter un match. je vais dire ça comme ça. Il y a plein de gens, il y a plein d'humoristes qui me disent bon match avant de monter sur scène. Je trouve que c'est une bonne analogie. Moi, mon match à moi, c'est pas de gagner. Moi, mon match à moi, c'est l'aïkido. C'est d'accompagner le rire. C'est de surfer sur les gens. Tiens, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. C'est la maîtrise de j'allais dire de l'immaîtrisable, quoi. C'est comment tu t'intègres dans quelque chose que tu ne maîtriseras jamais, et donc comment tu deviens une partie de ce tout, quoi. Une connexion totale, quoi. Ouais, je crois que t'as parlé de surf, ça, je sais pas pourquoi j'ai eu un flash avec Jean Dujardin et Bryce de Nice d'un coup. Bon, du coup, rester positif, ça te semble important pour ton mental au quotidien? Oui, alors moi je le fais assez naturellement. Moi mon travail c'est de rester conscient, c'est-à-dire d'être capable de ne pas
d'être capable de voir là où il y a des défauts, là où il y a des qualités, mais rester positif. En fait, faut pas. J'essaye de pas être stupide non plus, quoi. C'est-à-dire que je pense que tu peux rester positif toute ta vie et faire de la merde en te disant, allez, j'y crois, moi je suis génial. Moi, je pense que c'est plus intéressant d'être encore une fois focus, quoi. C'est-à-dire, tu fais des erreurs, tu les fais, tu les intègres et comment tu les reproduis pas. À partir du moment où tu te focalises sur l'artisanat, c'est-à-dire sur ce que tu es capable de faire et pas sur la réussite de ton projet, j'ai l'impression que c'est dans ces moments-là que tu fais ton travail correctement, et c'est dans ces moments-là que tu peux être positif, quoi. Moi, les rares moments où je suis déçu, franchement, ils sont pas nombreux, c'est quand je sais que j'ai fait de la merde parce que j'étais pas assez concentré, parce que j'étais pas assez dans le truc. Mais je m'en suis jamais voulu de rater un spectacle alors que j'étais bon, quoi. Tu vois, il y a des tas ça m'arrive, il y a des tas de souvenirs de soirées où franchement j'ai l'impression d'avoir fait le taf, et pour autant j'ai pas eu moi le plaisir de ressentir autant les rires que d'habitude. Ce qui veut pas dire que les gens ont pas apprécié, hein. Parfois on se trompe aussi. Parfois il y a des soirées où tu peux sortir en te disant putain, il y a pas autant de rire que d'habitude, qu'est-ce que j'ai fait? Bah non, mais les gens et parfois il y a des soirs comme ça où à la fin ils étaient debout, quoi. Et je me dis putain, c'est incroyable d'avoir cette sensation d'être autant à côté de la plaque. Pendant tout le spectacle tu dis merde, putain, j'arrive pas à les choper, j'arrive pas à trouver comment ça se fait, tu cherches, tu cogites, tu machin, et à la fin, au moment du rideau, quand ça se relève et que la lumière se rallume, ils sont tous debout en train de taper des mains comme un seul homme. Tu dis ouais, tu vois, là ça, c'est même pas rester positif, quoi. C'est rester humble, en fait. Rester humble face à ce que tu proposes, et puis juste te contenter de ce que tu es capable de faire, mais être concentré sur ta créativité et ta création plutôt que sur ce qu'elle donne, quoi. Et à partir de ce moment-là, ouais, c'est pas tant être positif, moi, qui m'importe. Moi, c'est être concentré et capable de regarder les choses en face. Ça, c'est quelque chose que je me dis souvent quand il y a des moments de flottement dans ma motivation, c'est plus regarde les choses en face. Est-ce que t'es fatigué? Est-ce qu'il faut que tu te reposes? Est-ce que t'as plus de jus? Est-ce que t'as plus de blagues? Est-ce que t'es en ce moment dans une période où t'as moins envie de te marrer? Mais à partir du moment où tu regardes les choses en face, c'est là que tu pourras trouver des solutions, quoi. Mais le côté positif, il est certainement très important Enfin, moi, je suis vraiment un putain d'optimiste, hein. Pour le coup, ça, je crois que j'ai vraiment dans le milieu dans lequel j'évolue, je suis tout le temps heureux, je suis tout le temps joyeux, parce qu'en fait, moi, mon amusement, il est de monter sur le plateau, il est pas dans la réussite du projet, quoi. Encore une fois, hein, c'est-à-dire que je suis pas dans la finalité, moi, je suis dans le moment, quoi. Et donc forcément, je suis heureux parce que je m'accroche à ce qui me plaît, quoi. Et à ce que je suis capable de gérer. Et du coup, c'est ça ta principale motivation? Excuse-moi. Et du coup, c'est ça ta principale motivation? Ouais, c'est ça, quoi. Faire correctement ce que j'aime faire. Et tu les as, hein, en toi, les sensations. Donc tu le sais quand t'es à côté de la plaque. Franchement, on est bons, les êtres humains, on a été très très bien construits. Et en vrai, quand tu démarres un truc et que tu sens la petite caméra qui te regarde, tu sais, les moments d'auto-jugement et tout ça, à partir du moment où t'as cette petite caméra qui te regarde et qui est en train de te juger toi-même, ça veut dire une chose, hein. Ça veut dire que t'es pas concentré dans ce que tu fais, t'es concentré dans l'à côté, quoi. Donc c'est la concentration qu'il faut bosser, quoi. Ouais, du coup, justement, je vais rebondir sur la concentration. Toi, tu dis qu'il faut la bosser, tu la bosses comment tu t'y prends? Alors moi, déjà, je pense que j'ai pris conscience de ça en admirant les gens. Ça, c'est clair. C'est vraiment quelque chose que je suis très admiratif du boulot de plein de gens. Ce qui me fait beaucoup de bien, parce que en plus je suis toujours dans quelque chose de très positif. C'est-à-dire quand je découvre quelqu'un ou le travail de quelqu'un, d'abord je vais y chercher ce qui va me rendre joyeux dedans. Donc je suis pas aigri, quoi. Je regarde pas les autres humoristes en me disant oh là là, comment ça se fait qu'il y arrive et pas moi. Non, en fait je me dis si lui il y arrive, quelle est sa solution, par où il est passé, et du coup j'apprends en permanence. Ça c'est vraiment un truc, admirer les autres, c'est très très bon pour soi, parce que ça veut dire que tu as aussi l'impression que les gens te regardent avec beaucoup d'empathie, puisque toi tu regardes tout le monde avec beaucoup d'empathie. Donc ça, tu reçois ce que toi-même tu diffuses, parce que tu sais, je parlais tout à l'heure de fantasmer le regard des autres. Quand ton regard il est toujours très positif, ce que tu fantasmes du regard des autres, tu le fantasmes de manière positive aussi. Ensuite, je me souviens un peu de la question, c'est quoi? Comment tu fais pour te concentrer, c'est quoi ta méthode, quoi? Ah oui, c'est concentrer. En plus, un spectacle, ça dure quand même suffisamment longtemps, donc non seulement il faut être concentré, mais il faut être capable de rester concentré longtemps, finalement. Ouais,
voilà, il y a un côté sportif que j'aborderai après, mais alors d'abord, il y a des gens que j'admire beaucoup, et notamment un pote slash metteur en scène du spectacle slash témoin de mariage, Thibaut Évrard, qui est aussi comédien, qui a joué notamment dans la série sur Canal Paris Police 1900, qui a le rôle de Fircy pour ceux qui ont vu la série, qui fait vraiment partie des gens que j'admire. C'est des mecs quand ils jouent quoi. Il y a pas de quoi j'ai l'air devant une caméra. C'est juste ils sont le personnage. Il y a un truc dans le cerveau qui mute et qui fait qu'ils sont exactement dans l'instant présent et dans ce qui il y a pas de ils s'auto-jugent pas quoi. Ils ont pas le temps en fait. Ils sont vraiment dans la richesse de ce qu'ils veulent proposer. Et ce gars-là, moi je le connais depuis 15 ans maintenant. On était au cours Florent, il était dans une classe juste après moi et depuis que je le connais, je me suis rendu compte que dans la vie, c'est quelqu'un de concentré. C'est quelqu'un quand il te pose une question, il écoute la réponse. C'est quelqu'un quand il vit sa vie, il écoute ce qui se passe autour, il est très attentif aux gens autour de lui, il est très généreux dans sa manière il est toujours dans le don, et je me suis dit putain, c'est incroyable cette capacité à être toujours dans l'instant présent où il lâche pas quoi. Et ça c'est un entraînement quotidien. Je pense que mon prof au cours Florent de l'époque, donc je vous parle ça, c'est en 2004 quand j'ai commencé à faire du théâtre, il nous avait dit en fait on est 30 dans la classe, évidemment sur 3 heures de cours tout le monde va pas pouvoir monter sur le plateau. En revanche, ce que vous pouvez travailler, c'est pendant les heures de cours d'écouter ce qui se passe sur le plateau, même quand vous n'y êtes pas. Et j'ai trouvé ça génial parce que effectivement tu travailles ta concentration, être à l'écoute en permanence, être attentif, tu vois, pas forcément tu prends les transports en commun, t'es pas obligé d'être accroché à ton téléphone portable et de regarder toutes les merdes qu'il y a sur internet. Si tu décroches ton téléphone et que tu le poses et puis que t'es dans la vie, et ben en fait t'as tous tes radars qui sont allumés, et donc là pour le coup t'es dans la concentration quoi. Si tu habitues ton cerveau à être en position passive de consommateur, bah évidemment tu vas être consommateur de plus en plus quoi. Et donc pour être bon sur le plateau, faut être bon dans la vie en fait. Il y a une espèce de corrélation. Si t'es concentré dans le moment présent H24 dans ta vie, il y a aucune raison que tu le sois pas sur le plateau. Alors je dis pas que c'est facile, pour le coup ça c'est vraiment quelque chose, c'est un travail quotidien, c'est un travail permanent. Mais et je l'ai vu d'ailleurs à la sortie du Covid, quand on a repris les scènes. Moi j'ai redémarré le 19 mai, le jour de la réouverture des salles. Concrètement. Mon spectacle, il était pas parfait du tout quoi. Je manquais de maîtrise, je manquais de capacité de tout gérer pendant aussi longtemps. Et c'est là qu'intervient le côté sportif dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'entraînement quoi, l'entraînement basique, juste répéter, t'entraîner chez toi à maîtriser ton texte pour pouvoir te supprimer cet enjeu-là, c'est-à-dire que le texte tu le maîtrises tellement que c'est secondaire, et puis ensuite répéter physiquement pour pouvoir appréhender ton plateau sans être coincé par la technique, puisque tu la maîtrises déjà à la base, et donc petit à petit ta technique elle s'affine, et puis tu bafouilles plus quoi. Mais ouais, ça c'est du travail de sportif vraiment. Bon, du coup il faut faire pour pouvoir être concentré de manière optimale. C'est avec l'exercice que finalement on acquiert ce niveau optimal de concentration quoi. Ouais, carrément, je pense. Est-ce que ça t'est déjà arrivé que dans ta carrière t'as déjà dû avoir des moments où t'as dû gérer de la pression ou du stress, et du coup comment tu t'y es pris pour gérer ces moments-là? Ah ouais. En vrai, toutes les semaines, je gère de la pression et du stress à un niveau que je pensais pas être capable d'appréhender, puisque toutes les semaines, pour les vidéos que je fais sur Internet, j'écris un nouveau texte que je dois apprendre par cœur. Donc, pour ceux qui voient pas de quoi il s'agit, en gros, j'ai mon spectacle, et tous les vendredis soirs, à la fin du spectacle, je tourne 5 minutes en public. Et le modus operandi, j'aime beaucoup ce mot, est particulier parce que du coup, je me retourne, je joue dos au public, j'ai la caméra qui me filme moi de face et qui diffuse sur un écran géant ce qu'elle filme. Et donc dans la salle, les gens me voient sur l'écran géant. Ce qui fait que du coup, moi j'ai à la fois le regard caméra qui me semble important sur Internet, comme ça t'as l'impression que je te parle à toi, et en plus j'ai le regard, en ayant le regard caméra, tous les spectateurs dans la salle ont l'impression que je leur parle à eux, puisque je parle à la caméra qui diffuse sur l'écran géant qui voit tous. Et donc ça c'est pour l'aspect technique. Ensuite il y a l'aspect artistique, c'est-à-dire qu'il faut écrire 10 minutes neuves qui vont finir 5 minutes avec du montage pour rythmer le tout, mais je garde quasiment toutes les vannes, et c'est surtout 10 minutes que j'ai jamais testées, et donc je les apprends par cœur. Je joue mon spectacle, et à la fin du spectacle, je dois le restituer sans connaître l'impact des vannes.
le luxe que j'ai moi en jouant tous les soirs quasiment là, tu vois, ce soir je suis à Lille, demain je suis au Mans, hier j'étais à Paris, enfin, je joue 6 fois par semaine. Le luxe que j'ai à force de jouer mes textes, c'est que je sais où sont les rires, je connais mes points d'appui, alors que dans les vidéos pas du tout, c'est un saut dans le vide total, c'est un one shot, c'est filmé, le lendemain c'est diffusé sur YouTube, ça veut dire que si ça rate, le lendemain ça se verra que ça a raté, et donc ça pour le coup c'est des gros moments de pression. Et puis je m'en suis rajouté à certains moments clés, je me suis amusé à faire des grosses salles, tu vois, par exemple j'ai joué au Grand Rex il y a quelques mois, et le Grand Rex c'est une salle de 2800 places, donc il y a déjà un bel enjeu pour remplir la salle parce que c'est amusant à faire, mais à la fois c'est 2800, donc c'est énormément. Et puis derrière, à la fin du spectacle, en plus j'avais écrit ces 5 minutes neuves, donc non seulement t'as pas envie de planter le spectacle, mais en plus t'es focalisé sur les 5 minutes qui elles vont sortir sur YouTube. Si tu te prends un beat devant 2800 personnes sur YouTube, je peux dire que c'est pas un moment que tu passes, quoi. C'est pas un moment agréable. Et donc ce stress-là, je le vis en permanence, quoi. Et en vrai, je disais ça à mon fils il y a 2 jours, parce que on parlait de la zone de confort, et je lui disais, tu sais, c'est toujours très angoissant de sortir de sa zone de confort. Et moi, j'ai réalisé que comme tous les vendredis, je fais un truc où je sors de ma zone de confort, je me suis rendu compte qu'être en dehors de ma zone de confort, c'est devenu une zone de confort. Je suis addict à cette prise de risque, je suis habitué au risque, encore une fois. C'est-à-dire que peut-être que ça va tomber à côté. Ça fait 217 vidéos, je le disais tout à l'heure. Pour l'instant, tout va bien, mais j'en ai pas à l'abri, jamais. Et cette prise de risque, elle est géniale. Et comme elle est permanente, du coup, t'as toujours une dose d'adrénaline gigantesque, et un soulagement une fois que la captation est passée, parce que quand t'as filmé, que t'as les gens derrière qui ont ri et puis qui ont applaudi et puis que la vidéo est bonne, mon Dieu, quoi, c'est encore une réussite, quoi, qui était pas prévue, hein. À la base, rien n'était fait pour que je sois capable d'écrire aussi souvent. Et c'est marrant d'ailleurs, parce que quand j'ai sauté en parachute avec Greg et Karine, elle me disait, putain, mais t'as l'air vachement détendu. Et oui, en vrai, je suis hyper détendu avant de sauter en parachute, parce que la peur, je vis dedans en permanence, quoi. Enfin, tu vois, mine de rien, je disais que je suis pas un traqueux, mais c'est aussi parce que j'ai la conscience de monter sur le plateau tous les soirs et que c'est devenu habituel. Mais en vrai, je sais que mon corps, il est du coup habitué à affronter ces peurs-là. Et c'est pour ça que j'ai plus peur, en fait. C'est que j'ai l'habitude d'avoir peur, en fait. Ouais, j'allais faire le parallèle avec le saut en parachute que t'as fait avec Grégory et Karine, savoir si t'avais finalement tu t'es jeté de l'avion, et finalement c'est un peu ce que tu fais finalement sur scène, comme tu dis. Ouais, c'est ça. Bon, après il faut que le parachute il souffle, par contre, quand t'es en haut. Non, moi j'ai cette bêtise de faire tendance à faire confiance à la technique, moi. Je me dis quand même, on est dans un truc, si le parachute il s'ouvre pas, c'est quand même dommage, quoi. C'est dommage pour tout le monde. Il y a quand même une équipe qui a tout intérêt à ce que je sois vivant à la fin, quoi. Ouais, non, c'est clair. De toute façon, tu sautais avec quelqu'un, là, vous étiez à 2. Bah oui, en plus, ouais. Ouais. Bon, Olivier, écoute, on arrive sur la fin de cet épisode, la fin en tout cas pour le podcast. De cette discussion. Merci beaucoup d'avoir accordé quasiment 1 heure pour nous parler un peu de mental, et puis de ta carrière, de ce que tu fais en ce moment, et je trouve ça vraiment passionnant. Et j'ai pour habitude de laisser le mot de la fin à mon invité. Ouais. Ça, c'est un truc de flemmard. Oh putain. Qu'est-ce que je dirais comme mot de la fin? Je pense clairement que je vais pas aller vers la vanne, parce que j'ai été trop sérieux pendant tout ce podcast, et il faut garder cet esprit où tu te dis, putain, le gars il a réfléchi. Ah ouais, mais j'adore. Mais moi, je suis un scientifique de mon métier. Ça me plaît, quoi, tu vois. Et donc les vannes, c'est dans le travail, dans l'écriture et dans ce qui ressort. Mais ce que j'aime bien, moi, quand j'écoute un podcast, c'est découvrir ce qui se passe derrière ce qui se passe dans le cerveau, quoi. Et pour le coup, j'aime bien divulguer, moi, comment je ressens les choses, parce que je suis persuadé que moi, jeune artiste, j'aurais adoré écouter, et savoir ce qui se passait dans le cerveau de Gad Elmaleh, de Florence Foresti. On n'avait pas eu la chance, nous, au moment où on démarrait, d'avoir accès à tout ça. Et je parle des humoristes dans mon cas, mais je dirais évidemment tous les sportifs et tout l'ensemble des podcasts. C'est passionnant de voir que il y a toujours une motivation derrière une action. Il y a toujours un fond derrière une création, quoi. Et ça me plaît. Et une création, qu'elle soit sportive, qu'elle soit artistique, qu'elle soit de toutes les natures, je trouve que c'est vraiment chouette. Donc ça ressemblait un peu à un mot de la fin, ce que je viens de faire, non? Ça a pas l'air à donf, quand même. Ouais.
Et trouver surtout l'endroit où tu peux t'épanouir, où t'es pas dépendant du regard des autres. C'est-à-dire que, encore une fois, hein, moi, si tu veux réussir dans le métier d'humoriste, ça c'est un truc mais j'ai tellement souvent des gens qui me demandent, mais comment on fait pour réussir? Mais gars, j'en ai aucune idée, moi. Je suis capable de te dire comment on fait pour écrire des blagues, mais la réussite, enfin voilà, c'est autre chose, quoi. Je dis, c'est les lunes qui s'alignent. Donc toi, t'es juste capable d'écrire des blagues. Bah, écris des blagues. Et la réussite, c'est pas toi qui décides. Et ça, c'est aussi très soulageant, parce que si ton objectif c'est d'être une star, bah au pire, t'y arrives. Et c'est une mauvaise nouvelle, parce que ça veut dire qu'ensuite ça va redescendre. Et au mieux, t'y arrives jamais. Et c'est une très bonne nouvelle, parce que ça reste un objectif permanent. Mais si ton objectif c'est d'être créatif, ça, t'y arrives en permanence. Et y a rien qui peut te l'enlever, en fait. Y a pas de déficit de créativité, quoi. T'es le seul pilote à bord. Donc moi, en tout cas, c'est mon astuce à moi, c'est de concentrer mon mental sur ce que je suis capable de maîtriser. Et ce que je suis capable de maîtriser, c'est le travail. Bah ouais, putain, ouais, on a progressé en mots de la fin. Tu vois. Je t'ai fait 3 mots de la fin. Merci beaucoup, Olivier, pour ce mot de la fin. Enfin voilà, c'est 3 mots de la fin. Je te remercie beaucoup pour le temps accordé à cette interview. Et je te souhaite une très belle année de spectacle pour cette année 2022. Et je te dis à très vite. Eh ben merci, puis longue vie à ton podcast. Hein. C'était Olivier Balestriero, alias Verino, pour cet épisode bonus du podcast Parlons de votre mental. J'espère que celui-ci vous aura inspiré en cette journée un peu particulière, car nous fêtons aujourd'hui les 1 an du podcast. Merci pour votre écoute, merci pour les commentaires que vous laissez régulièrement sur Apple Podcast ou Spotify. Vous pouvez continuer à laisser des avis, des commentaires sur les différentes plateformes de diffusion pour continuer à développer activement le podcast. Merci pour votre soutien. Et on se retrouve pour une nouvelle année d'épisodes avec des super invités. Et je vous donne rendez-vous dès lundi.